raison. Merci Général, merci Nicolas Meillan pour ces explications. On va repartir sur le terrain, rejoindre l'une de nos équipes qui se trouve en Israël, à Haïfa. Régine Delfour et Sacha Robin, bonsoir à tous les deux. Vous n'êtes non loin de la frontière avec le Liban. Comment les habitants, en tout cas du nord d'Israël, vivent dans cette zone qui est évidemment très exposée? Écoutez Laurence, aujourd'hui avec Sacha Robin qui m'accompagne, nous avons passé près de 6 heures dans un kibboutz qui se situe à 150 mètres de la frontière avec le Liban. Dans ce kibboutz, en fait, on a passé plus de 6 heures. On a entendu donc des drones, des avions, des tirs d'artillerie, des tirs de mitrailleuses. On est allé 3 fois dans les abris, mais enfin on a très peu de temps. On a à peine 10 secondes pour se mettre à l'abri. Donc c'est un stress permanent. Alors il faut savoir que dans ce kibboutz, le lendemain des attaques du 7 octobre 2023, le 8 octobre, le Hezbollah était entré en guerre et donc les habitants des kibbutz qui étaient vraiment près de la frontière avaient dû être évacués. Dans ce kibbutz, les habitants ont été évacués mi-octobre 2023. Ils sont rentrés seulement en mars 2025. Donc vous imaginez, Laurence, qu'ils n'ont pas du tout envie d'être évacués maintenant. Évidemment, ils préfèrent rester chez eux, mais il y a toutes ces craintes. On a pu échanger avec une dame d'un certain âge qui a 84 ans, qui était venue dans ce kibboutz dans les années 60, qui nous disait ô combien elle avait plaisir d'aller dans le village à côté libanais, puisqu'ils sont vraiment à côté, un village chrétien où ils échangeaient, ils pouvaient se promener et que désormais, elle doit vivre juste à côté de son abri. Merci beaucoup Régine Delfour et Sacha Robin, donc à Haïfa, non loin de la frontière avec le Liban, 18h30. On est en édition spéciale sur CNews et Europe 1, le rappel des dernières informations de la journée avec Félicité Kindoki. Félicité. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Au Liban, dans la banlieue sud de Beyrouth, les succursales de la société financière Al-Qard Al-Hassan, liée au Hezbollah et implantées notamment dans les fiefs de la formation, ont été une nouvelle fois ciblées par des frappes israéliennes ce matin. Des combats sont actuellement en cours dans l'est du pays. Un porte-parole de Tsahal avait prévenu de cette offensive. Le prix du litre de gazole atteint la barre symbolique de 2 € dans l'Hexagone. Face à cette situation, le gouvernement a pour l'instant écarté l'idée de nouvelles aides à l'achat de carburant. Roland Lescure, ministre de l'économie, étudie cependant la problématique avec ses homologues du G7. Ils ont évoqué ensemble une possible utilisation des réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché. Mais on n'en est pas encore là, a-t-il dit. Les mains de Mojtaba Ramenei sont déjà tachées de sang. Ce sont les mots accusateurs du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur X, il a affirmé que le nouveau guide suprême iranien était un autre tyran prêt à perpétuer la brutalité du régime iranien. Un message intitulé « Tel père, tel fils », tandis que des milliers de personnes se sont rassemblées cet après-midi sur une place centrale de la capitale iranienne pour soutenir le nouveau guide à qui le Hezbollah prêtait allégeance un peu plus tôt dans la matinée. Merci beaucoup, Félicité Kindoki. 18h31, Alain Bauer nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Professeur de criminologie, Chine, la revanche de l'Empire, aux éditions Fayard Chosvu. On va en parler parce que la Chine est évidemment un acteur de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. On a entendu le président Macron, il y a quelques instants, s'exprimer depuis le porte-avions Charles de Gaulle, avec un discours très cohérent sur la posture défensive de la France. Le groupe aéronaval qui est déployé, donc 8 frégates, 2 porte-hélicoptères, 1 porte-avions. Est-ce que la position de la France vous paraît claire et sans ambiguïté, Alain Bauer ? Alors évidemment, le discours défensif est incohérent avec la posture offensive, mais ce n'est pas la première fois, et puis c'est l'art de la diplomatie que de gérer l'emballage. Il y a quasiment toute la flotte de haute mer française disponible. Ce qui n'est pas là est en maintenance ou en réparation. Il manque le sous-marin, au moins un sous-marin nucléaire d'attaque. C'est un déploiement remarquable, mais qui, mécaniquement, ne peut pas aller dans le golfe d'Ormuz. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas encore en situation d'être protégé contre les drones. Donc c'est une posture diplomatique puissante. Elle pourrait rejoindre d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, la vision que la Chine développe depuis 48 heures sur « nous pourrions protéger ». Exactement. Les bâtiments bloqués dans le golfe d'Ormuz. Et le président Macron a parlé de l'Asie. Voilà, de la libre circulation. Et la Chine a transmis sa bonne volonté aux États-Unis d'un côté et tenté de l'expliquer aux monarchies du Golfe et aux Iraniens de l'autre. Et il se trouve que la Chine a effectivement elle-même un groupe, pas aéronaval mais naval, inédit
dans une zone de conflit, puisque d'habitude la Chine fait des proclamations et se tient très éloignée. Là, elle a envoyé son principal bâtiment de renseignement ultramoderne, qui aidait d'ailleurs les Iraniens à se battre contre les Américains jusqu'à encore probablement hier. 3 bâtiments de combat dont on s'est demandé jusqu'où ils iraient pour protéger les intérêts iraniens, puis qui a annoncé par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, parce qu'il se passe une très importante réunion en Chine aujourd'hui, c'est l'annonce du 15e plan quinquennal, mais le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait 2 déclarations. Alors une première déclaration très anti-guerre. Ah bah les Américains, ah bah l'impérialisme, ah bah machin, voilà. Et puis une deuxième déclaration, vive les relations renouées avec l'Amérique, la réunion qui va avoir lieu avec le président Trump, on va s'entendre, on va trouver des solutions, nous sommes prêts au dialogue, etc. Et ce double discours, qui n'est pas un double langage, hein, c'est vraiment 2 phases de discours. Une phase, je parle à tout le monde sur le thème, c'est vraiment pas bien, et la deuxième phase, nous allons faire de la diplomatie pour amener la Chine, comme la France, à mettre en place un corridor de défense, un peu comme les convois nord-atlantiques durant la Deuxième Guerre mondiale, parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut trouver d'autre, ou la protection entre les pirates et les Houthis en Somalie, Yémen, pour protéger les bâtiments et rétablir les bâtiments. Je rappelle qu'il y a 54 bâtiments français civils bloqués dans le Golfe, c'est pas rien. Quelques bâtiments de transport de personnes et de bateaux de croisière avec des milliers parce qu'il n'y a pas seulement les influenceuses de Dubaï, pour qui nous avons une pensée émue, bien sûr. À Dubaï dans un instant. Mais il y a beaucoup de croisiéristes qui sont coincés. Donc le rétablissement de la circulation dans le Golfe est un enjeu. Et le fait que la Chine dise aux Iraniens, nous aussi on va participer, est aussi un message sur le thème, on n'envoie pas des drones n'importe où. Donald Trump va donner ce soir à Alain Bauer sa première conférence de presse depuis le début de la guerre avec l'Iran, 21h30, heure française. Peut-être précisera-t-il les objectifs de ces opérations. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas l'objectif des opérations. C'est sa 47e conférence de presse depuis le début des années, mais sa première grande. Voilà, la première grande, parce qu'on a la version 2h30 celle-là. On a la version dans la Golfette, on a la version dans l'avion, on a la version à Mar-a-Lago, on a la version je prends mon téléphone à 4h du matin et j'appelle mes petits camarades de The Atlantic pour dire voilà. Alors oui, là c'est l'exercice qu'il préfère. Il y aura absolument tout le monde, y compris les médias proches de Donald Trump, qui sont ceux qu'il a le plus intérêt à convaincre. Parce que c'est là où il a le plus de problèmes. La base MAGA est un peu très perturbée. Et Donald Trump, il a toujours, comme vous le savez, 3 types de discours. Un discours très offensif quand il est en difficulté, quand il veut parler à son électorat. Mais il a trouvé dans cette affaire 3 discours successifs. Premier discours, casquette blanche, président 45-47, prompteur, pas 1 millimètre hors du prompteur. Propre, net, concis, rationnel. Le Trump dont je rappelle dans un autre livre qu'il se cache derrière le Trump qui nous provoque et qui nous sidère. Deuxième Trump, casquette rouge, un peu plus combatif, mais pas trop. Et puis troisième Trump, en fonction des jours, de plus en plus agressif ou de plus en plus fort, notamment dans la relation qu'il peut avoir avec le nouveau guide de la Révolution. C'est moi qui le choisis, je ne le reconnais pas, il va mourir bientôt, il va rejoindre son papa, enfin, je passe les détails. Et donc, on va voir ce qu'il en est. Là, je pense qu'on va avoir plusieurs Trump dans la même conférence. On vivra ça en direct, évidemment, sur nos antennes. Si vous permettez, on va partir à Dubaï, où nous attendent nos équipes. Nous sommes avec Pauline Trezner et Stéphanie Rouquier. Bonsoir à toutes les deux. Vous êtes donc aux Émirats Arabes Unis. Il n'y a pas eu de dégâts aujourd'hui, ma chère Pauline, aujourd'hui à Dubaï. Mais ça n'empêche pas que le niveau de vigilance est maximum là où vous vous trouvez. Racontez-nous un peu. Bonsoir. Oui, bonsoir Laurence. Effectivement, il n'y a pas eu d'incident aujourd'hui, mais ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas eu d'attaque de la part de l'Iran. C'est qu'elles sont interceptées par le dôme de fer ou par les avions de chasse que l'on entend depuis ce matin. Les Émirats Arabes Unis affirment avoir intercepté aujourd'hui au moins 12 missiles balistiques et 17 drones. Le pays est le plus attaqué dans le Golfe depuis le début de la guerre. C'est au moins plus de 1400 drones et 200 missiles détectés, pour la plupart interceptés. Nous avons pu rencontrer aujourd'hui le consul de France avec Stéphanie Rouquier. Alors il y aurait encore 3000 Français bloqués ici à Dubaï, et le consul nous a affirmé que des vols commerciaux étaient prévus dans les prochains jours vers Paris. Les rapatriements sont eux réservés aux personnes les plus vulnérables. Les vols vont donc partir depuis Mascate à Oman pour des raisons de sécurité.
été au 10e jour de guerre. Les Émirats arabes unis restent donc en alerte et la France appelle à la plus grande vigilance sur place. Encore une question, Pauline. Il y a beaucoup de ressortissants français, vous le disiez, qui sont sur place. Est-ce que vous avez eu des informations de la part du consulat français à Dubaï ? Oui, alors pour les ressortissants, ils appellent au calme et à la vigilance. Ici, nous recevons des alertes sur nos téléphones. Quand des missiles arrivent vers le territoire, il est alors recommandé de se mettre à l'intérieur, de s'éloigner des fenêtres. Mais ici, Laurence, la vie continue quand même. Tout est encore ouvert, les hôtels, les restaurants. Mais le consulat, justement, nous a dit qu'il ne fallait pas minimiser la menace et qu'il fallait bien respecter les consignes de la France, mais aussi des Émirats arabes unis. Merci Pauline Trefner, Stéphanie Rouquier, envoyée spéciale à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le président Macron a bien insisté, Alain Bauer, sur le fait que la mission française était là aussi pour la protection des pays avec qui nous avions des accords de coopération, et les Émirats arabes unis en font évidemment partie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils sont attaqués, nous ripostons ? Alors, il n'y a qu'un seul accord qui est un accord contraignant, c'est l'accord avec Abu Dhabi. Enfin, on va dire que c'est les Émirats, mais c'est surtout Abu Dhabi. C'est un accord de défense mutuelle. C'est un des accords les plus contraignants que la France ait jamais signé, avec quelques pays que ce soit. OTAN y compris. C'est à peu près l'équivalent de l'article 5 ou de l'article 51 de la Charte de l'Union européenne. Ils ont acheté aussi beaucoup de matériel de défense. Ils ont acheté beaucoup de matériel. Nous avons une base en propre. Nous ne sommes pas les seuls, mais elle existe. Elle a à la fois des avions et des bateaux. C'est une base très importante. Et l'accord de défense mutuelle est que si les Émirats, donc si Abu Dhabi... Qui disent qu'ils n'attaqueront pas l'Iran. Ils l'ont dit 3 fois aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais enfin, on a marre de prendre des missiles aussi. Ah oui, mais en même temps, 98,8%, je crois que c'est les chiffres officiels des Émirats, des attaques ont été déjouées. Et ce qui tombe de temps en temps, c'est plus des débris que des tirs directs. D'ailleurs, il y a très peu de tirs directs. Il y a beaucoup plus de dégâts par des débris suite à l'efficacité du système. Alors, les Émirats et donc Abu Dhabi ont à peu près acheté tous les systèmes anti-missiles et anti-drones possibles sur le marché. Tout. Ils sont plus équipés et mieux équipés que les Israéliens. Ils n'ont pas le même niveau de sophistication du haut du dôme de fer israélien, mais alors ils ont tout le reste. Ils ont 5 systèmes anti-missiles et anti-drones, alors que les Israéliens n'en ont que 3, pour vous donner un exemple. Mais en contrepartie, il faut bien comprendre que les Émirats, c'est plein de choses différentes. D'abord, c'est Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est Sparte. C'est une armée dont les Abu Dhabiens sont les propres utilisateurs. Ce sont leurs pilotes, ce sont leurs commandants de chars, ce sont leurs artilleurs, ce sont leurs soldats. Les autres, ils ont sous-traité à peu près tout ce qui pouvait venir, tous les mercenaires disponibles. 1. 2, il y a un deuxième élément, ce qui est que les Iraniens n'ont pas attaqué que Abu Dhabi pour montrer qui c'est le chef et avec qui on se confronte. Ils ont choisi leur adversaire, mais ils ont bombardé Fujairah, l'oléoduc, c'est-à-dire que entre 2 tiers et 100% du pétrole passe par le détroit d'Ormuz, mais 1 tiers passe par 2 oléoducs. Un qui est à Fujairah et qui a été attaqué et qui était en feu, donc qui a bloqué la distribution du pétrole. Et deuxièmement, celui qui est en Azerbaïdjan, qui est l'oléoduc Bakou, etc., qui lui fournit Israël, et qui a été lui-même l'objet de 4 ou 5 attaques, dont une qui s'est retrouvée en Turquie par la dérive naturelle d'un missile mal réglé. Le deuxième missile, on ne sait pas très bien, mais ça a beaucoup agacé les Turcs. Donc l'attaque est plus concentrée qu'il n'y paraît sur les capacités des Émirats. Et puis il y a la troisième question qui est la plus importante et que personne ne traite encore, c'est la question de l'eau. Ah oui, une désalinisation a été attaquée. Parce qu'on peut vivre sans pétrole dans les Émirats, on ne peut pas vivre sans eau. Et les usines de désalinisation, c'est 90% de la consommation quotidienne d'eau. Donc, elles s'arrêtent, il n'y a plus de vie en 10-15 jours, sauf pont aérien avec des bouteilles, ce qui n'est pas tout à fait... Mais ça veut dire, Alain Bauer, quand même, parce qu'à l'heure où on se parle, et on va partir dans un instant en Israël, qu'au 10e jour de frappe sur l'Iran, l'Iran a encore des capacités de réponse, de ciblage dans ces attaques. Qui est quand même encore entière, sans doute amoindrie, mais en fait amoindrie très parce que efficace. Vous pouvez noter que les éléments les plus importants, les Khorram Char 4 et Khorram Char 3 n'existent quasiment plus. Il y en a eu 2 utilisés, puisque les B2, quand ils sont sortis, ont détruit la base de construction et de stockage de ces nouveaux missiles à tête multiple qui, elles, font beaucoup de dégâts. On a vu une au-dessus de Tel Aviv et puis une qui a fait un mort aujourd'hui en Israël, d'ailleurs. Mais là aussi, c'est
2 morts, pardon. Ce sont des têtes multiples avec des sous-munitions. Voilà, je cherche. Ça s'appelle des sous-munitions. Absolument interdit, non? Et donc, oui. Donc ça, c'est les Quorum Charter 3 et 4, 3 modifiés et 4 qu'ils ont présentés le 7 février dans une très impressionnante conférence de presse qui a permis de savoir où ils étaient et donc de les détruire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, le deuxième point, c'est les dizaines de milliers de drones. Et puis, il y a un troisième élément qui a été découvert hier et qui intéressera beaucoup Louis Dragnel, parce que lui, c'est un vrai grand spécialiste des questions militaires. Dans une vie antérieure, il connaissait ça C'est des fermes de lancement de missiles qui ne sont plus avec des camions lanceurs, mais qui sont juste légèrement sous 1 mètre de sable et qui sortent au dernier moment et qui partent. Donc totalement cachés. Et ça, c'est la nouveauté qu'ont découvert les Israéliens et les Américains avec des tirs de missiles dont ils ne trouvaient pas le camion parce qu'il n'y en a pas. Cette nouveauté-là amène à reconsidérer justement la facilité avec laquelle on pouvait détruire un camion lanceur. Dès qu'il lançait un missile, il était détruit, il ne lançait plus de missiles. Comme il y avait moins de camions qu'il n'y avait de missiles, il y avait une sorte d'optimisme qui disait le nombre de camions se réduit tendanciellement. Eh bien là, ils ont trouvé un moyen d'éviter le camion. Donc tout d'un coup sortent, alors non pas un missile, mais 5 ou 6 ou 8. C'est un peu des Katyusha, ancienne version lance-roquettes multiples, mais qui sont étalés dans le sable. Et ça, c'est une nouveauté, ce qui explique pourquoi ça continue à lancer, même s'il y en a de moins en moins en quantité. Et puis il y a les drones, ça c'est le vrai sujet. On va rejoindre Thibault Marcheteau et Timothée Forget qui se trouvent à Tel Aviv. Bonsoir à tous les deux. 2 morts, on le disait, dans cette attaque aujourd'hui à Tel Aviv. Vous avez assisté aux opérations de secours. Racontez-nous, Thibault, bonsoir. Oui, absolument, Laurence. Nous étions avec Timothée Forget en tournage, pour tout vous expliquer, avec Timothée Forget en tournage avec la Magen David Adom. Ce sont les secours ici en Israël. On était au QG. C'est là que ces secours reçoivent toutes ces informations, ces missiles qui sont tirés sur le territoire israélien. Et il était environ 11h30 quand ils ont reçu une information que des localités du centre d'Israël, à proximité de l'aéroport Ben Gurion, étaient visées. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait des blessés et que il y avait un impact. Alors avec Timothée Forget, nous avons pris donc cette ambulance et nous nous sommes rendus très rapidement grâce au logiciel très intelligent, très perfectionné israélien. Nous nous sommes rendus sur place en quelques minutes seulement et donc effectivement on a constaté avec les secours sur place le décès de 2 personnes suite à l'explosion d'une bombe à fragmentation. Pour l'expliquer aux téléspectateurs et aux auditeurs, ces bombes à fragmentation, ce sont des missiles avec une tête qui libère en altitude plusieurs dizaines de charges explosives qui couvrent un très large périmètre de plusieurs kilomètres carrés. Et ici, vraiment, pour en avoir discuté avec plusieurs unités d'intervention, évidemment, elles redoutent ça parce que le système de défense antiaérien, il a beaucoup plus de mal à intercepter ce genre de projectiles envoyés par l'Iran. On a aussi eu des roquettes encore aujourd'hui envoyées par le Hezbollah. Toute la journée, ces services de secours, ils ont rappelé les consignes de sécurité. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'au 10e jour de la guerre, la population commence à se lasser. Il faut donc rappeler ces consignes de sécurité. Il faut rester dans les abris et attendre la fin de ces alertes. Une fois qu'on reçoit ce message, on peut enfin sortir des abris parce que ici, on entend les interceptions dans le ciel, mais parfois, on sort beaucoup trop vite et il y a encore des charges explosives qui peuvent rester au sol, ce qui peut avoir évidemment des conséquences dramatiques. Vous l'avez donc dit, le bilan, il s'est alourdi. 2 morts aujourd'hui, ce qui porte ce triste bilan à 12 morts sur le territoire israélien et des centaines de blessés. Merci beaucoup Thibault Marcheteau et Timothée Forget. Et bravo à toutes nos équipes qui sont sur le terrain et qui prennent des risques. Rachel Kahn, donc 2 morts aujourd'hui, 12 au total. L'État israélien paye un tribut évidemment très lourd à cette guerre. Il y a aussi ce qui se passe au Liban avec cette intervention pour détruire le Hezbollah. Aujourd'hui, le président libanais a pour la première fois demandé des négociations directes avec Israël. Et ça, c'est très important. C'est la première fois que ça se produit. C'est même fondamental et on voit bien comment cette région et les peuples bougent et que c'est une histoire c'est une guerre entre la barbarie et la démocratie, entre la barbarie et la civilisation. Et c'est vrai qu'on peut se féliciter que
que ça bouge au niveau du Liban par rapport au Hezbollah, par rapport au Hamas, qui est une prise de conscience. Et en fait, moi, c'est vraiment très perturbant. Enfin, il ne faut pas, comment dirais-je, mettre les peuples les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'on a le peuple iranien d'un côté, le peuple libanais, le peuple israélien qui veut véritablement se reconstruire et éliminer ces barbares que sont ces idéologies islamistes et terroristes. Et vivre en paix. Et vivre en paix, absolument. Alain Bauer, on a entendu Emmanuel Macron tout à l'heure dire que ce conflit durerait a priori plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est aussi votre analyse, votre pronostic. On n'est pas prêt. On voit que les défenses iraniennes diminuent petit à petit, mais elles sont encore présentes. La capacité de nuisance est encore là. Donald Trump va parler ce soir. Il va sans doute pas arrêter la cessation des hostilités. Qu'est-ce qui pourrait changer le cours des choses ? Alors d'abord, ils n'ont pas les mêmes objectifs, les États-Unis et les Israéliens. Oui. Les États-Unis ont l'objectif le désarmement, les Israéliens l'effondrement du régime. Ce n'est pas la même chose. Pendant un temps, ces deux objectifs se traduisent par les mêmes frappes et les mêmes paliers de frappes. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout ce qui se passe fait partie de ce qui était prévu qu'il allait se passer. Il y a un mois à Washington, les services de renseignement israéliens et les services de renseignement américains ont abouti à peu près au même constat, qui était... Voilà. La seule chose qui s'est produite, c'est l'emballement du début des hostilités suite à l'effet d'aubaine de la réunion de toute la direction du gouvernement iranien, au même endroit, au même moment, avec une capacité d'intervention des Américains et d'Israël de 15 minutes pour mener une frappe qui a décapité le régime. Mais hélas, le régime s'était préparé à cette décapitation, puisque depuis la guerre des 12 jours, en juin dernier, le gouvernement sous l'égide de Khamenei, de l'ancien guide de la Révolution, avait prévu sa décentralisation absolue. Deuxièmement, Ali Larijani, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale, a envoyé une lettre à Donald Trump par l'intermédiaire du sultan d'Oman pour lui dire « Voilà ce qui va se passer si vous nous attaquez ». Et il fait exactement ce qu'il a dit et il dit exactement ce qu'il a fait. Et troisièmement, ils ont fait la même chose avec chaque dirigeant des États du Golfe en disant voilà ce qui va vous arriver si vous laissez ce conflit arriver. Donc il n'y a pas de surprise. La seule surprise a été l'attaque sur Chypre. Celle-là, personne ne l'a vu venir, il faut être honnête. Pas plus les Anglais que l'OTAN, que l'Union européenne. Je rappelle que c'est le pays qui préside l'Union européenne ces 6 mois, que c'est une base essentielle pour les Anglais. C'est d'ailleurs une base anglaise, et ce n'est pas une base chypriote avec des Anglais dessus, c'est une base anglaise à Chypre. Et ils ne l'ont pas vu arriver. D'ailleurs, comme vous l'avez rappelé très justement tout à l'heure, ils sont bien en peine d'y envoyer un seul bâtiment, puisque toute leur flotte est en réparation. Toute. C'est quand même invraisemblable, mais réel. Et puis, le troisième élément qui est... Quel était le niveau de montée maximale ? De toute façon, cette guerre s'arrêtera le jour où Donald Trump dira « j'ai gagné ». Et il dira à un moment ou un autre, comme je l'explique souvent dans la manière dont il présente les choses, qu'il a gagné. Alors à quel moment a-t-il gagné ? Il a gagné le même moment que les Israéliens d'ailleurs. Hein. Qui n'est pas le même moment. D'ailleurs, les Israéliens, lors de la guerre des 12 jours, avaient dit « c'est trop tôt, donnez-nous encore 8 à 15 jours, nous n'avons pas fini le... » boulot. D'abord, on n'a pas fini le boulot parce qu'il y avait le 4e site iranien, la montagne de la Pioche, qui n'avait même pas été attaquée, et qu'on ne savait même pas qu'il y avait un 5e site, Minjidai, qui a été découvert par les services de renseignement, qui est le site de la construction de la bombe. Pas le site des centrifugeuses d'un côté, de l'enrichissement de l'uranium de l'autre. Machin. Là, ils avaient réussi à faire un site complet de construction d'une bombe nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette nouvelle attaque sur un site inattendu au nord-est de Téhéran. Mais la réalité, c'est que pour faire tomber un régime, il faut aussi une révolte. Cette guerre a 2 mois de retard par rapport à la révolte héroïque des Iraniens. Les 5, 10, 20, 30 000 qui sont morts et les 30, 40, 50 000 qui sont en prison, parce que personne n'en sait rien en fait. Mais l'éradication du mouvement de révolte a été une réalité. Donc 2 mois de retard par rapport à la révolte, ça ne se rattrape pas. Et du coup, les Iraniens qui se sont révoltés, entre ceux qui sont morts et ceux qui sont en prison, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses. Donc il faut agir sur la périphérie. Il y a 2 éléments qui peuvent peser. Les Azéris d'un côté, les Kurdes de l'autre. C'est ce que les Américains essayent de déclencher, tout en disant le contraire, mais ça on les comprend. Alors les Azéris, c'est compliqué parce qu'ils sont très intégrés dans la société iranienne, très intégrés. Le président est azéri, Khomeini était azéri. On leur a volé la victoire lors du mouvement qu'on appelait la Révolution verte. Mais quand même, ils ne sont pas à ce point énervés. Les Kurdes, beaucoup plus. Mais comme ils sortent d'un moment où ils pensent que les Américains les ont trahis, notamment dans la zone irakienne, ils sont un peu pas prêts tout à fait à traverser la frontière. Et le gouvernement régional kurde dit nous, vous ne passez pas la frontière tant que nous n'avons pas, je cite, un plan cohérent, rationnel et sûr
ce qui n'est pas tout à fait arrivé. pas Alors, on en est là, mais les phases se succèdent. Il y a un peu comme... On fait comme dans le plan. On s'adapte aussi, parce que la guerre est tout d'opérations tactiques qui s'adaptent au jour le jour. Mais stratégiquement parlant, cette guerre, elle est prévue pour les Israéliens pour 3 semaines, 1 mois. Les Américains voulaient 15 jours. Ils pensent désormais que ça va être 1 mois. Mais elle peut aussi se transformer en blocus. Elle peut se transformer en occupation de l'île de Khark, c'est-à-dire plus de pétrole du tout. Elle peut se transformer en petites opérations commando pour récupérer l'uranium, par exemple. Et chacune peut permettre au président Trump de dire « c'est bon, j'ai gagné ». Opération terrestre, donc commando terrestre. Oui, aller mais force récupérer la spéciale, bombe. pas invasion. Spéciale, on est d'accord. Ni occupation. Mais il faut quand même que Donald Trump, vous avez raison. En fait, toute la question, c'est quelle est la définition d'une victoire pour Donald Trump. À partir de quand il peut revendiquer à la fois vis-à-vis de la communauté internationale et puis aussi en politique intérieure. C'est-à-dire qu'il va falloir justifier ce déploiement de force, le justifier auprès de son camp, vous l'avez rappelé. Avec un 8e mort américain aujourd'hui. Voilà. Et donc, l'immense défi pour Donald Trump, vous savez, c'est de savoir à quel moment je m'arrête, tout simplement. Au moment où il le dit. Voilà. Oui, mais Joseph, rapidement. Basé sur quels éléments? Joseph, mais il va peut-être le dire ce soir. Joseph, oui, lorsque vous avez parlé de périphérie, je pensais à la stratégie américaine en Afghanistan. Est-ce que c'est à peu près du même type? Eh ben, il se trouve que l'Iran, c'est un pays très différent parce que l'unité nationale y est puissante. Même pour des populations qui considèrent qu'elles sont maltraitées, alors, moins les Azéris, mais par exemple les Kurdes, ils ne sont pas prêts à démanteler le pays. Ils sont prêts à renverser le régime, mais pas à démanteler le pays. C'est ni la Syrie, ni l'Irak, ni la Libye. On n'est pas du tout dans cette configuration-là. Et ça, c'est un des problèmes. On était allé chercher dans Massoud pour... Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Américains voulaient une option Venezuela. Trouvons une vice-présidente bienveillante, prête à se faire acheter. Pas un vice-président. Et ils avaient parié sur Ali Larijani. Ça n'a pas marché. Il y a plusieurs interprétations, d'ailleurs, de la nomination du fils de l'ayatollah Khomeini, Mojtaba, qui est de dire, en fait, il a été désigné comme futur martyr par ceux qui se préparent à prendre sa place et à négocier, parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui termine comme le héros de la résistance dure pour le finir. Et en fait, il y a une quinzaine d'opposants. Chez les chiites, un martyr. C'est terminé. C'est important. C'est important. Alors qu'il n'est lui-même qu'un Nojat al-Islam, c'est-à-dire le niveau le plus bas des ayatollahs, et pas un marja qui est le niveau le plus haut. Son père ne l'était pas plus, mais quand même, il était plus proche de Khomeini que l'était son fils. Donc, pour l'instant, il y a un jeu aussi très pervers et très interne dans cette affaire. Et vous avez raison, les Chinois aussi jouent pas mal avec plusieurs opérations en cours, notamment celle de dire, et nous, on a Taïwan aussi. N'oubliez pas. Chine, la revanche de l'Empire, la fin de l'Occident, chose vue chez Fayard. Merci Alain Bauer, c'était passionnant.